Les écrans pour les enfants de moins de 3 ans pourraient bientôt être interdits en France et par ailleurs pour les moins jeunes, des questions et des problématiques très similaires se posent. Mais alors pourquoi l'usage des écrans inquiète autant? Que sait-on et que pourrait-il se passer désormais en France? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet donc à la une des actualités du jour. Et je le rappelle, je suis en déplacement cette semaine et je serai donc en voix off sans la caméra. Alors aujourd'hui, on se penche donc sur un sujet qui nous concerne tous, le rapport aux écrans et plus précisément ici, on va se pencher d'abord sur la question des jeunes. Ce lundi donc, deux députés du parti de droite Les Républicains, Annie Genevard et Antoine Vermorel-Marquez, ont déposé une proposition de loi visant à ce que les enfants gardés par une assistante maternelle ou alors en crèche ne soient plus exposés aux écrans, que ce soit d'ailleurs des tablettes, des télés ou des téléphones portables. En fait, ça fait déjà un certain temps que l'utilisation des écrans par les enfants est remise en question. En janvier dernier, par exemple, Emmanuel Macron avait dénoncé l'usage abusif des écrans chez les jeunes lors d'une conférence de presse qu'on avait à l'époque suivie sur ce format. Il avait alors évoqué la future régulation des écrans, mais il était resté plutôt flou sur les mesures à mettre en place. Et alors c'est dans l'actualité parce qu'un groupe d'experts rattaché à l'Élysée doit rendre dans les prochaines semaines ses conclusions sur le sujet, avec notamment a priori des nouvelles recommandations de régulation. On aura donc l'occasion d'en reparler encore dans les prochaines semaines. Bon, et dernier élément de contexte pour le Premier ministre Gabriel Attal qui avait répondu aux questions du magazine Madame Figaro en novembre dernier. L'usage des écrans à la maison est, je cite, une catastrophe sanitaire et éducative chez les enfants et les ados. Vous l'avez compris donc, les mots sont très forts, mais alors pourquoi est-ce que l'usage des écrans est autant critiqué pour les enfants? Eh bien déjà, il faut savoir qu'un enfant de moins de 6 ans passe en moyenne 830 heures par an devant un écran, ce qui équivaut au nombre d'heures qu'il va passer aussi en classe, selon Gabriel Attal. Par ailleurs, d'après Santé publique France, en moyenne à l'âge de 2 ans, les enfants passent déjà 56 minutes par jour en moyenne devant les écrans. Pourtant, les médecins préconisent de ne pas mettre les enfants devant les écrans avant 3 ans. Vous l'avez compris donc, dans la pratique, on en est très très loin. Par ailleurs, selon la députée Annie Genevard, interrogée par France Info, les écrans perturbent certaines fonctions chez les jeunes enfants. Ça peut être une diminution de la motricité, ça peut être des retards de langage ou encore une difficulté relationnelle avec l'entourage, ce qui est confirmé aussi par certains spécialistes. Par ailleurs, on peut noter que l'utilisation des écrans peut avoir une influence négative sur notre sommeil. Or, cette absence de sommeil ou cette réduction en tout cas de sommeil, elle peut avoir un impact sur les performances scolaires des enfants en grandissant. La plupart des spécialistes d'ailleurs déconseillent aussi de regarder un écran pendant les repas parce que manger devant un écran, ça pousserait à manger plus, ça conduirait donc à des risques de surpoids et ça peut aussi avoir un impact sur le développement du langage de l'enfant si typiquement ces périodes à table, au lieu de discuter, elles se passent devant un écran. À noter au passage là-dessus que le ministère de la Santé a constaté une hausse de 94% des troubles du langage chez les plus petits entre 2008 et 2018. Mais cependant, il faut aussi noter qu'au mois de septembre, une nouvelle étude française réalisée par l'INSERM a relativisé en quelque sorte le rôle des écrans dans le développement cognitif des enfants. En fait, selon cette étude, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est davantage le contexte dans lequel l'enfant visionne ces programmes plutôt que le temps d'exposition en soi qui serait déterminant. Par exemple, un enfant qui lit régulièrement aura un meilleur développement qu'un autre qui ne lit pas, et ce, même si les deux passent le même temps devant, disons, des dessins animés. Bon, et à noter d'ailleurs, c'est un autre chiffre assez marquant qui est sorti cette semaine, que les jeunes de 7 à 19 ans passent 10 fois plus de temps par jour devant les écrans que devant des livres, selon une étude Ipsos qui a été publiée ce mardi. Bon, mais ce chiffre-là qui paraît très alarmant, c'est aussi l'occasion de nuancer en quelque sorte tout ça. En effet, c'est pas pareil de laisser un enfant seul sur un smartphone en train de jouer à un jeu plutôt que de le laisser lire quelque chose sur un écran ou alors regarder un documentaire ou autre chose. Évidemment, la comparaison livre et écran, c'est donc quelque chose qu'il faut quand même nuancer en quelque sorte puisqu'on peut faire plein de choses sur un écran et donc tout cela reste quand même à nuancer. Bon, mais alors concrètement, qu'est-ce qui est conseillé pour l'usage des écrans chez les plus jeunes? Pour le psychiatre Serge Tisseron, interrogé par Libération dans un article que je vous mets directement en description, la règle c'est pas d'écran avant 3 ans, puis 20 minutes par jour pour les 3 à 6 ans, 30 minutes pour les 6 à 8 ans, 45 minutes pour les 8 à 10 et 1 heure pour les plus de 10 ans. Deuxième recommandation, tous les écrans ne se valent pas. Serge Tisseron conseille par exemple d'interdire la télé avant 3 ans, les jeux vidéo avant 6 ans et Internet avec un adulte avant 9 ans. Sachant que là aussi, vous l'aurez compris, c'est une recommandation à nuancer dans le sens où sur Internet, on peut faire des choses qu'on pourrait faire aussi devant la télévision, etc., etc. Troisième recommandation, qui là en l'occurrence par contre est liée à ce qu'on vient de dire, certains endroits ne sont pas forcément propices à l'usage des écrans. On a parlé donc du fait d'être à table, on peut parler aussi du matin très tôt ou alors du soir avant d'aller dormir. En fait, vous l'aurez compris, il y a des règles générales, mais après évidemment tout cela est à nuancer ou à préciser
préciser selon l'usage précis. Dans tous les cas, vous l'aurez compris, il y a donc des experts mandatés par l'Élysée qui devraient faire un retour dans les prochaines semaines. Par ailleurs, il n'y a pas que la question des enfants ou des plus jeunes. Déjà d'ailleurs, en termes d'éducation nationale, eh bien, la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, a proposé d'instaurer une pause numérique dans les collèges. Il faut savoir que depuis 2018, en théorie, c'est interdit d'utiliser son téléphone au collège, mais selon elle, eh bien, les élèves les ont quand même sur eux. Et en l'occurrence, c'est pas la seule à le savoir. En général, les collégiens ont très souvent des téléphones avec eux. Avec cette mesure, la ministre propose donc de déposer les téléphones à l'entrée du collège au début de la journée et de les récupérer seulement en fin de journée. C'est donc une mesure assez drastique, sachant que pour l'instant, aucune mesure précise ou date n'est à l'ordre du jour. Et donc, c'est une expérimentation qu'elle souhaiterait mettre en place à minima à l'échelle locale. Par ailleurs, là, on a beaucoup parlé des enfants, mais évidemment, l'usage intensif, on va dire, des écrans peut avoir aussi des effets néfastes pour les adultes. Ça peut avoir des conséquences sur la vie sociale, la santé mentale ou alors développer une forme d'anxiété. On peut aussi évidemment parler du risque de limiter les activités physiques. Tout ça, on en parle moins aujourd'hui parce que là, on a été centré sur la question des enfants et surtout, on a déjà eu l'occasion de parler à de nombreuses reprises de la question de l'addiction éventuelle aux écrans et de ses risques potentiels. Alors bien sûr, l'objectif de ce sujet, c'est pas du tout de dire qu'il faut bannir les écrans de notre vie ou quoi que ce soit. Simplement, c'est un sujet assez intéressant, notamment donc sur la question des plus jeunes et des enfants, parce qu'en l'occurrence, eh bien, c'est des usages qui sont nouveaux, qui ne se posaient pas forcément il y a quelques années, si ce n'est avec la télévision et des dessins animés par exemple. En tout cas, je vous mets des liens directement en description pour en savoir plus. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette première actu en France. Le projet de loi sur la fin de vie a été présenté ce mercredi en Conseil des ministres. Projet de loi, ça signifie donc que c'est une loi qui vient du gouvernement et non des députés. Alors je vais pas tout vous détailler parce que c'est assez long, mais la loi autorise concrètement le suicide assisté, même si Emmanuel Macron préfère utiliser le terme aide à mourir. En gros, soit le patient s'administre lui-même une substance mortelle, soit c'est un médecin, une infirmière ou une personne de confiance s'il n'est pas capable de le faire physiquement. Le texte précise aussi que le patient recevra le soutien d'un médecin ou d'une infirmière jusqu'à la fin, même s'il prend le produit seul. Il ne sera donc pas question d'euthanasie, donc lorsque c'est une tierce personne, généralement un médecin, qui administre systématiquement le médicament létal. Alors ce serait un changement majeur car actuellement en France, il n'y a que la loi Leonetti de 2016 qui autorise le recours à une sédation profonde et continue jusqu'au décès des patients qui ont le pronostic vital engagé à court terme. Bref, on aura l'occasion d'en reparler, les débats à l'Assemblée nationale devraient commencer le 27 mai et l'adoption définitive du texte ne devrait pas avoir lieu avant 1 an et demi selon le gouvernement. Deuxième actu, le match PSG-Barça de ce mercredi soir a été ciblé par des menaces d'attaques terroristes. La sécurité autour du Parc des Princes a donc été considérablement renforcée selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Une communication de l'État islamique viserait particulièrement les stades qui accueillent les matchs allés de la Ligue des Champions. L'État islamique, par l'intermédiaire de son média Al-Azem Foundation, aurait diffusé un visuel d'un homme armé avec l'inscription « Kill them all », soit « tuez-les tous », ainsi que le nom des 4 stades qui accueillent les quarts de finale de la compétition. Des dispositifs de sécurité renforcés ont été mis en place au Parc des Princes à Paris, donc, mais aussi à Madrid en Espagne, selon le média espagnol AS. Les autorités prennent ces menaces très au sérieux, surtout que le 28 mars, le porte-parole de Daesh central saluait l'attentat de Moscou en Russie et annonçait de nouvelles attaques à venir. Troisième actu, le président américain Joe Biden a haussé le ton vis-à-vis de la politique de guerre menée par le gouvernement israélien à Gaza ce mardi, lors d'une interview à la chaîne hispanophone Univision, jugeant que cette politique était, je cite, une erreur. Il a par ailleurs de nouveau appelé à un cessez-le-feu et à un accès total à la nourriture et aux médicaments à Gaza, qui est menacé par la famine. À noter que le gouvernement américain a aussi déclaré que l'offensive de l'armée israélienne à Rafah, une ville dans le sud de Gaza où se trouvent actuellement 1,5 million de réfugiés palestiniens, n'était pas imminente. Israël n'aurait en effet pas fourni aux États-Unis de date pour une éventuelle opération militaire. En tout cas, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est déclaré déterminé à lancer une offensive terrestre à Rafah, qu'il estime être le dernier grand bastion du Hamas. Quatrième actu aux États-Unis, l'État de l'Arizona a validé ce mardi une interdiction quasi totale de l'avortement sur son territoire. En fait, la Cour suprême d'Arizona, donc la plus haute juridiction de l'État, a confirmé la légalité d'une loi datant de 1864 qui interdit tout avortement dès le moment de la conception, sauf si la vie de la mère est en danger. À noter que dans cette loi, le viol ou l'inceste ne sont pas considérés comme des exceptions valables, car la protection de l'avortement à l'échelle de tous les États américains a été annulée en 2022. Alors pour nuancer, la procureure générale de l'Arizona, qui est démocrate, donc du camp de Joe Biden, a prévenu qu'elle n'engagerait aucune poursuite contre les médecins
médecins qui pratiquent l'avortement. Cependant, la situation pourrait changer en fonction des résultats des prochaines élections, car les procureurs sont des personnes qui sont élues aux États-Unis. 5e actu, Doctolib s'est dit défavorable à obliger les patients à enregistrer leurs coordonnées bancaires en prenant leur rendez-vous en ligne, comme l'a suggéré le Premier ministre Gabriel Attal récemment. On vous en parlait ce lundi, le gouvernement veut mettre en place une taxe lapin, donc en gros faire payer un acompte de 5 € aux patients avant leur rendez-vous avec un médecin et encaisser cet acompte s'ils ne viennent pas au rendez-vous. Mais selon le patron de Doctolib interrogé sur France Inter, qui est au passage favorable à cette taxe lapin, c'est à l'assurance maladie de prélever les 5 € de pénalité et non au patient de renseigner ses coordonnées bancaires. Par ailleurs, il estime que ce système d'empreinte bancaire crée une inégalité car il y a 15% des patients qui n'ont pas internet ou qui ne savent pas l'utiliser correctement et 5% qui n'ont pas de carte bancaire. 6e actu rapidement, et ça concerne les Parisiens. D'ici fin mai, le Pass Navigo pourrait être disponible sur iPhone d'après l'AFP. Concrètement, ça voudrait dire que vous ne seriez plus obligé d'avoir une carte physique pour pouvoir prendre les transports parisiens. A noter tout de même qu'Île-de-France Mobilité a précisé aux médias spécialisés Numérama qu'il ne s'agit pas d'une officialisation mais d'une prévision. En gros, le service devrait être opérationnel d'ici fin mai, mais il n'y a pas encore de date officielle pour le lancement. Il faut savoir que ce dispositif de carte dématérialisée est déjà disponible sur Android depuis octobre 2022. L'accord avec Apple a finalement été signé après plus de 3 ans de négociations. 7e actu, le youtubeur Inoxtag, 22 ans, a débuté ce mercredi son voyage au Népal, durant lequel il va gravir l'Everest, considéré comme le plus haut sommet du monde. Son altitude est établie à 8850 mètres. Pour vous donner une idée, c'est quasiment 2 fois le Mont Blanc. Alors ça n'est pas nouveau, il l'avait annoncé sur sa chaîne YouTube en février 2023, et c'est donc ce mercredi que son périple débute. Pour se préparer à cette ascension, il s'est entraîné pendant plus d'1 an avec des guides de montagne, notamment Mathis Dumas, qui l'a accompagné dans plusieurs ascensions ces derniers mois. Il faut savoir que ce challenge fait pas mal parler et ne fait pas du tout l'unanimité, car avant ce défi, Inoxtag n'avait jamais fait d'alpiniste. Surtout quand on sait que l'ascension de l'Everest n'est pas sans risque. 17 personnes sont mortes en tentant de le gravir l'année dernière. Alors on avait fait une vidéo sur le sujet il y a quelques mois, je vous mets le lien en description. Son ascension de l'Everest est prévue au début du mois de mai, on suivra ça. On termine avec cette bonne nouvelle porteuse d'espoir pour les patients en attente de greffe. En janvier, un cœur en provenance des Antilles a pu être transplanté avec succès à Paris après avoir parcouru 6700 km en avion. Il faut savoir qu'il n'y a pas de programme de transplantation en Martinique et en Guadeloupe et les cœurs sont perdus. C'était donc une première de faire appel à un donneur aussi lointain. Alors comment les médecins ont fait pour garder le cœur frais et en bon état dans l'avion? Eh bien ils ont utilisé une machine spéciale appelée machine de perfusion ex vivo. C'est une sorte de grosse glacière qui refroidit le cœur à une température de 8 degrés Celsius et le nourrit en continu avec du sang et de l'oxygène. Grâce à cette méthode, les cœurs greffés peuvent être conservés plus longtemps avant la transplantation, ce qui améliore les chances de réussite de l'opération selon le docteur Guillaume Le Breton, interrogé par BFM TV. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Pour ceux qui ne le savent pas, ce format est aussi disponible en version newsletter depuis quelques mois maintenant. Vous êtes de plus en plus nombreux à la lire, ça vous permet d'avoir une version écrite avec directement des notes que vous pouvez prendre ou alors des liens pour en savoir plus, ainsi que des recommandations culturelles. Le lien pour s'inscrire est en description, c'est gratuit donc n'hésitez pas à essayer. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.